Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale de TV5 Monde avec nos invités, nos envoyés spéciaux et nos reportages. Nous allons voir comment l'armée française s'est illustrée en reprenant en moins de 3 semaines le contrôle des villes stratégiques du Nord Mali, des villes occupées depuis 10 mois par des groupes armés qui, depuis le coup d'État du 22 mars, contrôlaient les 2/3 du territoire malien. Une intervention militaire que la France a dû assumer seule, car selon le calendrier de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, la force panafricaine n'aurait pas pu être déployée avant le mois de septembre. Retour sur le début d'une intervention qui fut décisive pour la survie du Mali, voire de la sous-région. Marian Naguzeski. Nouveau départ, malgré la tempête de sable. Cette fois direction Kidal pour les soldats français, la dernière des 3 grandes villes du Nord Mali, toujours aux mains des islamistes. Il aura fallu une vingtaine de jours seulement pour reprendre une grande partie du Nord, une opération Serval, presque synonyme de guerre éclair pour le moment. Tout commence avec une agression, celle de trop. Le 10 janvier, les islamistes font route vers Konna, au centre du pays, à seulement 600 km de Bamako, dernier verrou avant l'avancée sur la capitale. Les Maliens demandent alors l'aide française. Paris accepte. Et le 11 janvier, les frappes françaises commencent. Premier succès, la progression des islamistes est stoppée. Grâce au courage de nos soldats, un coup d'arrêt a été porté et de lourdes pertes ont été infligées à nos adversaires. Officiellement, la France n'est là que pour protéger ses ressortissants, restaurer l'intégrité territoriale du Mali. Là, il y a les chars qui vont monter. Et pour appuyer les soldats maliens. Mais pour une majorité de la population, déçue par l'armée malienne qui a fui face aux islamistes, les Français sont les libérateurs. Et les drapeaux bleu, blanc, rouge sont partout. Merci beaucoup, merci bon Dieu, parce que nous sommes là, nous sommes sécurisés maintenant. On voit la France qui est là avec la mer forte. L'intervention s'organise. Le balai des avions français à l'aéroport de Bamako ne s'arrête plus. Débarquement d'hommes, d'armes, de véhicules. Une montée en puissance s'amorce. Ça fait très longtemps que je travaille en escale aérienne et là je suis un peu surpris du flot. Paris aligne au moins 2500 hommes, le Tchad 2000 et puis il y a la MISMA, la force internationale à dominante africaine, plus de 3300 hommes promis, mais qui tardent à arriver. Français et Maliens n'attendent pas, mais les islamistes résistent. À Douenza, mais surtout à Diabali, une ville à seulement 400 km au nord de Bamako. Quelques jours de combat et finalement, les islamistes s'enfuient, laissant derrière eux des armes et une population soulagée. Il y avait des bombardements jour et nuit, les coups de fusillage, tout le monde était enfermé là-dedans. Tout s'accélère, commence la deuxième phase, l'offensive sur le nord. Pas d'image du front, seulement celle de l'armée française. Zone de combat verrouillée et informations difficiles à vérifier pour les médias. Impossible par exemple de détailler le plan d'action des militaires. Les frappes aériennes sans doute, avec ensuite le déploiement des forces spéciales et l'arrivée des blindés. C'est sans doute le scénario de la libération de Gao, rapide, après 9 mois de charia. On ne peut même pas sortir pour venir au marché pour acheter quelque chose pour manger. On est libre aujourd'hui, on est libre. La liberté. Scénario presque identique à Tombouctou, une libération sans combat, mais des scènes de pillage où on accuse les propriétaires de ces magasins, souvent d'origine arabe, d'être liés aux islamistes. Dernière étape de l'intervention, Kidal, où les choses devraient être rapides aussi. Une guerre qui va très vite donc, mais qui pose des interrogations. Où sont allés les islamistes? Et comment dialoguer avec la communauté touareg? Des questions en suspens qu'une opération militaire seule ne pourra pas régler. Marian Naguzeski, vous rentrez du Mali. Des négociations avec les groupes armés avaient été menées par le médiateur Blaise Compaoré, mais face à la progression des groupes armés, il a fallu réagir très vite. Avait-on conscience de l'urgence de la situation à Bamako ? Oui, on l'a senti avec le soulagement en fait, de l'intervention française, soulagement de la plupart des gens avec qui nous avons parlé à Bamako. Ce soulagement était proportionnel à l'angoisse que ressentaient ces habitants de la capitale et même des villes alentours. Ils avaient vraiment peur que les djihadistes descendent sur Bamako. Il y avait une angoisse terrible dans la ville et dans les villes alentours que ces hommes arrivent, puisqu'ils avaient vu ce qui s'était passé donc à Gao, à Tombouctou, à Kidal. C'est-à-dire que les islamistes arrivaient, l'armée malienne fuyait, donc qu'est-ce qui allait leur arriver ? Alors, Sévaré, ville située à 600 km de Bamako, a été la première étape de cette opération Serval. Comment a-t-elle été préparée ?
Mais écoutez, on l'a vu avec le débarquement de tous ces hommes à Bamako, de toutes ces armes, de ces véhicules. En fait, Sévaré, l'aéroport donc de Mopti-Sévaré, sert aujourd'hui de base arrière pour cette opération au nord, pour cette offensive. Donc en fait, les hommes dans les blindés ont remonté depuis Bamako jusqu'à Sévaré pour constituer donc cette base arrière. Merci Mariana Guzeski. Pour décrypter la crise malienne, qui est à la fois militaire et politique, de nombreux invités en plateau à mes côtés. Amédi Diarra, président du Haut Conseil des Maliens de France. Mamadou Cissé, représentant du PARENA, un des partis politiques du Mali. Pierre Servan, spécialiste des conflits et de l'armée. Et Pouria Amiraché, qui va nous rejoindre, député de la 9e circonscription des Français de l'étranger, dont le Mali. En duplex à Bamako, Aminata Traoré, ancienne ministre de la Culture. À Montréal, Jean-Baptiste Jean-Ger-Villemer, chercheur en droit international à l'Université McGill. Et par téléphone, à Ouagadougou, Djibril Bassolé, ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso et représentant du médiateur de la CEDEAO, Blaise Compaoré. Avant de vous donner la parole, nous allons tout de suite nous rendre à Gao pour retrouver François-Xavier Freland. Première étape de l'opération Serval s'est déroulée sans combattants. Les djihadistes se sont retranchés dans le massif des Iforas. Quelle sera la seconde phase de cette opération, François-Xavier Freland ? Écoutez, pour l'instant, c'est le statu quo, puisque vous savez que l'armée française qui est aux abords de Kidal a décidé pour le moment de ne pas avancer davantage, étant entendu qu'il y a depuis quelques jours une tempête autour de la région qui empêche les troupes d'avancer, mais surtout il y a le mouvement national de libération de l'Azawad qui s'est emparé de la ville après la fuite des islamistes d'Akmi ou de Moudjao ou de Ansardine. Et ces mouvements Touareg modérés, laïques, veulent évidemment leur part du gâteau. Vous savez qu'ils avaient été boutés par les islamistes hors de la région du Nord, alors qu'eux-mêmes avaient bouté l'armée malienne en mars-avril 2012. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans un moment un peu compliqué, diplomatique, où vous avez d'un côté l'armée française qui attend d'avancer davantage sur Kidal. Elle se trouve au niveau de l'aéroport de Kidal avec les troupes tchadiennes. Et de l'autre, un feu vert de Bamako, puisque, évidemment, tout cela est très compliqué, sachant que si les Français partent au combat, ils auront en face d'eux ces mouvements Touareg modérés. La population a-t-elle peur d'une riposte des djihadistes ? Un petit peu, évidemment, parce que ici, par exemple, à Gao, où je me trouve, ils viennent juste de partir. On sent d'ailleurs la présence dans Gao de ces éléments du Moudjao. Il suffit de se promener dans la ville, malgré les camions militaires, malgré cette présence tchadienne, française, nigérienne, malienne. On retrouve régulièrement ces pancartes d'Ansardine ou du Moudjao, vous savez, ces pancartes en noir et blanc, où on peut lire des tas de slogans imposant aux femmes d'être dignes, de mettre le voile. On parle beaucoup de la religion, Allah est le Dieu tout-puissant, etc. Donc toutes ces pancartes, évidemment, effraient encore un petit peu la population. Et on sait surtout qu'il y a encore moins d'une semaine, le Moudjao était dans Gao et qu'ils sont partis en quelques heures seulement. On parle d'un convoi de 50 voitures qui auraient quitté la ville dans la nuit. Et on se demande évidemment où sont partis ces éléments djihadistes, où se trouvent-ils actuellement. On craint bien entendu un retour dès que les armées seront reparties. Évidemment, l'armée française veille à rester pour le moment, à sécuriser la zone avec les Maliens et ces troupes tchadiennes, nigériennes qui sont arrivées il y a quelques jours. Merci François-Xavier Freland. Amédi Diarra, le 13 janvier dernier, vous avez été reçu à l'Élysée par François Hollande. 3 semaines après le début de cette intervention, est-ce qu'on peut déjà crier victoire ? Tant que la guerre n'est pas finie, on ne peut pas crier victoire. Mais il y a une victoire, c'est celle de la liberté. Celle de la fin de la souffrance des populations du nord du Mali, la fin de la crainte de cette épée de Damoclès qui planait sur les têtes de l'ensemble de tous les Maliens, de toute la sous-région, puisque tout le monde sait, s'ils avaient dépassé Konna, ils seraient à Bamako, et quand ils seront à Bamako, ils prendront possession du Mali, et c'est toute la sous-région qui en souffrira. Pierre Servan, Tombouctou, Gao, puis depuis 48 heures Kidal. L'armée française pourra-t-elle traquer les islamistes, comme on l'a entendu dans le reportage de François-Xavier Freland, jusqu'à la frontière algérienne peut-être ou mauritanienne, sans courir le risque d'un enlisement comme en Afghanistan ?
Alors c'est toute la question, même si le mot enlisement, on l'a vu apparaître au bout de 2 jours d'opération, c'est un peu un mal français. Chaque fois qu'il y a une opération militaire, on voudrait que ça se passe comme dans les séries américaines, 24 heures chrono. Le problème, c'est que la guerre ne se règle pas en 24 heures chrono. Alors je crois que là, avec l'arrivée sur Kidal, on rentre dans une nouvelle phase des opérations donc, qui ont été lancées à partir du 11 janvier, avec une partie très politique. Je sais qu'on en reparlera. Et puis une partie militaire dans la mesure où le gros des forces djihadistes qui ont reflué se sont réfugiés dans cette zone montagneuse, l'Adrar des Ifoghas, évidemment extrêmement difficile à reconquérir. Et je ne pense pas une seconde que les soldats français ou les Africains qui viendraient vont se risquer à essayer de mener une guerre de conquête à l'intérieur de ces cailloux, si je puis dire. Ce qu'il va falloir faire, c'est en quelque sorte, c'est pas l'enlisement, mais c'est l'endiguement. C'est-à-dire parvenir véritablement à les coincer dans cette partie-là, en jouant sur le fait que les pays frontaliers, visiblement aujourd'hui, notamment l'Algérie, qui a joué un rôle ambigu, veut véritablement maintenant s'engager plus fortement pour rendre tout à fait imperméables ces frontières. Un système de surveillance permanent pour essayer de voir ce qui bouge, des frappes comme il y en a eu déjà aujourd'hui, des frappes aériennes sur ce qui peut être encore identifié comme zone de carburant, centre de commandement, si on peut dire, concentration de commandement. Et puis après, ce sont des actions de forces spéciales, des petits groupes de 10 hommes, 20 hommes. Les Français l'ont fait pendant 4 ans en Afghanistan. Les forces spéciales françaises, vous aviez 200 commandos des forces spéciales dans la zone de Spitsbergen. Ils nomadisent. Ils peuvent le faire avec des Britanniques. Vous avez des forces spéciales suédoises qui pourraient venir. Là, ce sont des hypothèses que j'émets. Et donc, avec ce système de surveillance et le fait de les coincer à l'intérieur, et pour reprendre l'expression d'un colonel français, les laisser gouverner des cailloux, il y a peut-être des chances petit à petit de les assécher et je dirais de les détruire en faisant en sorte qu'ils ne soient plus ravitaillés en rien. Donc je pense que c'est plutôt ça la stratégie. Voilà, qu'on va voir dans les semaines qui viennent. Mamadou Cissé, la reconquête du Nord Mali s'est faite sans aucune résistance des djihadistes. Est-ce qu'elle lève totalement les appréhensions qu'il y avait sur cette guerre, notamment de la part de la CEDEAO? Pas tout à fait, dans la mesure où tout le monde sait que c'est une guerre asymétrique. Aujourd'hui, effectivement, le danger est éloigné, mais il n'est pas complètement écarté. Tout le monde a applaudi à l'arrivée de la France, à l'intervention de l'armée française. Cela dit, tout le monde s'est posé la question et on continue à se poser la question, où sont-ils? Parce qu'il n'y a pas eu de... On n'a pas repliés dans les montagnes. Ils sont repliés dans les montagnes. Et les chefs djihadistes, on ne sait pas où ils sont. Donc ça veut dire que tout simplement, à tout moment, ils peuvent surgir. Et dans une guerre asymétrique, on connaît la règle, hein. C'est ce que disait tantôt Pierre Servan. Je pense que c'est dans la durée que les choses vont se passer, mais il se trouve tout simplement qu'aujourd'hui, il faut mettre l'accent sur vraiment cette intervention de petites unités qui devraient aller chercher l'ennemi dans ses derniers retranchements et faire en sorte d'éradiquer complètement la menace qui pourra peser si on ne les sort pas de là. Excusez-moi, il y a une crainte, oui, Marion. Il y a une crainte aussi d'actes isolés, notamment à Bamako, de cellules dormantes. La population craint notamment des explosions ou des enlèvements. Enfin, on a vu vraiment que les rues de Bamako le soir sont désertes. Les gens ne vont plus dans les restaurants, ne sortent plus. Il y a une véritable crainte. Le nord du Mali était depuis mars 2012 devenu le sanctuaire des djihadistes qui ont imposé la charia et le port du voile aux populations. Depuis l'arrivée des troupes françaises et maliennes, un vent de liberté souffle sur le nord. C'est presque devenu un rituel qui montre que la femme a retrouvé sa dignité. On est libre maintenant. On ne va plus porter la voile. C'est fini. On n'a plus peur. 9 mois, 10 mois de souffrance. Toko aussi a fait tomber le voile. Et elle veut que tout le monde le sache. La dictature des islamistes est terminée. Un jour, j'avais oublié de mettre mon voile. Un islamiste m'a alors frappé à l'épaule. Même quand on allait faire les courses, il fallait marcher lentement. C'est ce qu'ils nous imposaient. Un jour, ils ont tabassé mon mari alors qu'il n'avait rien fait. Moi, j'ai été arrêtée 3 fois. On m'a dit que je ne devais pas me faire des mèches, pas me maquiller, pas me mettre du rouge à lèvres non plus et que je devais m'habiller décemment. Cet homme vient nous interrompre pour jouer de cet instrument traditionnel, le zarka. Il l'avait tenu caché pendant 9 mois.
Mais plus grave encore, sur cette place, les islamistes ont coupé des mains et des pieds en application de la charia avec un couteau de boucher. Ensuite, les victimes étaient transportées dans cet hôpital. Les islamistes droguaient leurs victimes avant de les amputer. Lorsqu'ils arrivaient à l'hôpital, nous devions recoudre leurs plaies et leur faire un pansement. 9 hommes exactement ont été amputés des mains et des pieds par les islamistes. Depuis, ils ont été évacués vers Bamako où, à l'heure actuelle, ils sont encore hospitalisés. Mamadou Soussé, une réaction à la suite de ces témoignages? C'est exactement ce que je disais au début de l'émission. C'est un soulagement, c'est avec soulagement que le peuple malien a accueilli cette intervention de l'armée française. Et la liberté retrouvée, c'est vrai qu'elle s'accompagne de certaines appréhensions, comme on le disait tantôt dans la première partie de l'émission. Mais je pense qu'aujourd'hui, le peuple malien apprécie à sa juste valeur cette nouvelle liberté retrouvée grâce à cette intervention militaire française. Amédi Diarra, dans un Mali à 95% musulmans, c'est au nom de l'islam que la charia est appliquée. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cet islam? Non, d'abord, tout le monde sait que ce ne sont pas des musulmans. C'est une couverture, l'islam. C'est des bandits. Vous connaissez, certains étaient dans le trafic de drogue, d'autres étaient dans d'autres choses qui n'avaient rien à voir avec l'islam. Il y a seulement une conjonction de faits au Mali qui a fait qu'ils se sont trouvés dans un espace d'un pays souverain parce qu'il y a eu une faiblesse de l'État, que ces bandits-là qui ont pris possession de cette partie du Mali. Le Mali est un pays musulman à 95% et ça fait plus d'un millier d'années. Kankou Moussa, c'est l'un des rois, je peux même dire le premier roi, qui a fait le pèlerinage à la Mecque, qui est parti avec des tonnes d'or, qui a acheté même une portion en Arabie Saoudite d'une ville où jusqu'à maintenant les Maliens peuvent élire domicile. Comment alors, on va nous parler à nous d'islam? Donc voilà, c'est une espèce de passeport, l'islam, parce que les populations peuvent être sensibles, etc. Mais c'est pour couvrir des opérations de banditisme. C'est des bandits armés, c'est des terroristes. Regarde, Mir Chahi, le Mali est un pays que vous connaissez très bien. Comment interpréter cette déviation de l'islam depuis 10 mois? Oula, il faudrait, depuis 10 mois, je ne sais pas si ça remonte à 10 mois. 10 mois depuis que les djihadistes occupent le nord du Mali. Non, mais le dévoiement de l'islam, c'est-à-dire l'utilisation de l'islam comme une arme politique et de la religion comme une arme politique, c'est vieux comme la religion, c'est vieux comme la politique. C'est le paradoxe, vous savez ce qui s'est passé en Iran. Moi, je suis né en Iran, donc j'ai vu le drame de l'utilisation d'une religion pour conquérir le pouvoir et pour le garder. Vous avez aussi des courants, ça a été le cas en Algérie, c'était le cas aujourd'hui en Tunisie. Certains choisissent la voie violente, d'autres la voie démocratique et politique. Mais là, en l'occurrence, je suis tout à fait d'accord avec l'idée que la religion n'est qu'un prétexte pour recouvrir des trafics, pour couvrir le contrôle permettre le contrôle de territoires. Il faut bien justifier. Ils ne vont quand même pas aller expliquer ces gens-là que c'est au nom du bien qu'ils contrôlent les trafics de drogue, d'armes, parfois d'organes. Donc ils essayent de masquer ça derrière une vulgate idéologie qui permet toujours de justifier la guerre des civilisations. Tout ça, c'est des queues de comète de la guerre des civilisations qui était voulue autant par Bush que par Ben Laden et qui était entretenue en miroir. Bon, mais en vérité, c'est loin de la culture du Mali et même de l'aspiration du peuple malien qui, comme tous les peuples du monde, aspire à une chose simple, la vie douce. Et ils en ont bien le droit. Depuis 10 mois, toute activité culturelle était interdite sur l'ensemble du territoire, contrôlée par les djihadistes. Comment les artistes ont-ils vécu ces mois d'obscurantisme? La réaction de Fatoumata Diawara, qui est à l'initiative du projet Maliko, projet pour la paix au Mali, qui a rassemblé 40 artistes. Hier, j'étais triste et aujourd'hui, je ne peux pas être soudainement paf. Je suis encore entre les deux émotions. Je suis un peu triste par rapport à tous les retards que ça a dû apporter à mon pays. Ce conflit-là, conflit qui ne servait à rien finalement. Et tout est à refaire, il y a beaucoup de choses, on a perdu beaucoup de temps avec cette guerre. Au fait, elle n'est pas encore finie. Quand je suis arrivée à Bamako, j'ai compris qu'au fait, politiquement, il n'y avait personne pour diriger la population malienne. Les gens ne savaient plus à qui parler, on ne savait plus qui écouter. Donc pour une fois, la musique devait
intervenir. La musique devait prendre la place, justement, ce rôle-là, de dire à la population malienne, ne vous inquiétez pas, ça va aller, surtout protégeons notre culture, ça ce sont nos valeurs, battons-nous pour le mieux, voilà, nous sommes tous frères et sœurs, c'est pas tous les frères Touaregs qui sont pour la rébellion. Et nous les artistes, on devait éclaircir ce message-là vis-à-vis de la population malienne, pour qu'il n'y ait pas de haine entre la population du Sud et la population du Nord. Mamadou Cissé, comment relancer une vie culturelle dans ces conditions, tout en préservant la cohésion nationale ? C'est vrai que les artistes ont essayé d'être les gardiens du temple culturel pendant cette période-là, parce que c'est très récemment d'ailleurs que les activités culturelles ont été plus ou moins amoindries, étant donné la souffrance que vit le pays. Donc les artistes n'ont pas manqué d'imagination pour essayer de faire garder au Mali toute sa force, toute sa richesse culturelle. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, le travail doit se faire autour de la cohésion nationale. Et la cohésion nationale, pour nous, est fondée sur une chose très claire, le retour de la confiance entre les gens. Ce qu'il faut travailler aujourd'hui, c'est la confiance. Entre toutes les ethnies. Entre toutes les ethnies, entre tous les Maliens. Il faut savoir qu'à travers, suite à cette crise territoriale et institutionnelle, c'est la confiance qui a foutu le camp complètement aujourd'hui. Je ne sais pas, peut-être dans une partie de l'émission, on en parlera. Mais pour construire cette cohésion nationale, il faut partir d'une on y reviendra très pour parler de la simple. reconstruction. C'est la confiance entre les Maliens qui doit être restaurée. Sur la base de cette confiance, je pense que les activités culturelles, les Maliens sont déjà... Nous sommes tous imbus de culture, nous sommes déjà tous versés dedans. C'est quelque chose qui va revenir très rapidement. Je pense que Fatoumata Diawara et les autres qui viennent de donner ce signal ont rehaussé cette culture à un autre niveau aujourd'hui, c'est-à-dire le militantisme, le côté un peu... Les artistes engagés. Les artistes engagés, qui est un peu nouveau par rapport à la culture, dans la culture malienne. Au sommet de l'Union africaine, cette semaine, Yankounda Traoré, le président par intérim, a fait un plaidoyer en faveur d'un islam tolérant. Je vous propose de l'écouter. Au départ, nous avions pensé que nous pouvions négocier avec les groupes qui étaient constitués essentiellement de Maliens, tels que les MNLA, tels qu'en Sardine, qui étaient en grande partie constitués de Maliens. Mais avec les derniers développements auxquels nous avons assisté, il est évident qu'en Sardine, c'est disqualifié, n'est plus éligible au dialogue. Quel que soit par ailleurs le masque que certains d'entre eux ont décidé de porter désormais. Aujourd'hui, je pense que le seul groupe avec lequel nous pouvons envisager des négociations susceptibles d'aboutir à quelque chose, c'est certainement le MNLA. Mais bien entendu, à condition que ces MNLA renoncent à toutes ces prétentions territoriales et qu'ils acceptent de s'intégrer au Mali définitivement. Amédi Diarra, c'est une opinion que vous partagez? Absolument, puisqu'on sait que le MNLA, ce qu'il demande, non seulement en termes de représentation, nous, Maliens, nous savons que le MNLA n'est pas non plus représentatif de la communauté touareg. Les 98% de la communauté touareg partagent les mêmes aspirations que les Maliens, l'intégrité territoriale du Mali, la diversité culturelle du Mali. Aujourd'hui, placer la question du dialogue sur un autre plan que simplement comment, après la reconquête, entre Maliens, nous allons nous asseoir pour discuter, trouver les solutions, c'est biaiser le problème. La meilleure démarche, c'est que nous nous asseyons entre Maliens, du sud au nord, d'est en ouest, au centre, quelles que soient les communautés, quelles que soient les régions, toutes les régions du Mali ont des problèmes de développement. Donc c'est s'asseoir, discuter, trouver les voies et moyens pour sortir d'abord de la situation dans laquelle nous sommes, parce que beaucoup, pas seulement les régions du Nord ont souffert, beaucoup de choses sont à reconstruire, parce que même les choses qui ont été construites depuis 20 ans ont été détruites. Les reconstruire et voir sur l'ensemble du territoire malien quels sont les problèmes qui sont posés en termes de développement, en termes de gouvernance, en termes de liens, de tissage des liens séculaires qui ont été effilochés un tout petit peu ces derniers temps.
C'est un grand succès de la lutte contre le terrorisme, a déclaré à Addis Abeba cette semaine l'Ivoirien Alassane Ouattara, le président de la CEDEAO. À présent, il appartiendra à la force africaine de prendre le relais pour parachever la reconquête du Nord, sécuriser les zones libérées et restaurer l'administration. La réaction de François Hollande au lendemain de la première phase de l'opération Serval. Nous sommes en train de gagner cette bataille. Quand je dis nous, c'est l'armée malienne, ce sont les Africains soutenus par les Français. Maintenant, les Africains peuvent prendre le relais et ce sont eux qui iront dans la partie du Nord, dont nous savons qu'elle est la plus difficile, puisque les terroristes y sont cachés. Ensuite, une fois que l'intégrité territoriale aura été retrouvée, les Français ne seront là que pour encadrer et former. Pour Amir Chahi, est-ce le retour de la France-Afrique, pourtant décrié par la gauche française? Pardon de rire, mais comme ça fait 15 jours qu'on pose la question, j'arrive à faire la même réponse. C'est le contraire. C'est le contraire pour plusieurs raisons. Je vais d'ailleurs, plutôt que de faire de grandes théories sur les explications des objectifs de guerre, la légalité, le soutien à la solidarité et la solidarité par rapport à nos amis du Mali, je vais vous dire ce que j'ai ressenti quand je suis allé à Bamako. Et je vais vous dire pourquoi ça ne doit pas être le retour de la France-Afrique. Lorsque j'étais à Bamako le 22 janvier, et j'y retourne ce dimanche, et je pense que je ressentirai la même chose, j'ai vu des Maliens qui ont marqué une grande gratitude à l'égard de la France. Mais j'en étais un peu gêné. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il ne faut pas penser que les Maliens sont tranquilles parce que la France est là avec son armée. Et je le dis évidemment en respectant la souveraineté de nos amis maliens, et même parce que je les respecte beaucoup, nos amis maliens. C'est à eux, d'abord, de reprendre le fil de leur propre souveraineté politique, qui a été mise à mal, pas simplement par la coupure en deux du territoire, mais parce que cette coupure en deux a été permise par un État qui s'est affaibli, qui n'a pas partagé les ressources, qui n'a pas su faire prospérer un modèle démocratique qui était pourtant exemplaire dans toute la sous-région. Donc il faut que les Maliens eux-mêmes s'interrogent. Est-ce que ce n'était pas une vitrine, justement, cette démocratie? Non, peut-être. En tout cas, c'est une vitrine qui s'est brisée. Il y a beaucoup de responsabilités. Il y a des responsabilités internationales, françaises aussi, sans aucun doute. Et puis de toute la sous-région. Mais c'est une question qui est posée au Mali. Comment reconstruire leur propre souveraineté, leur propre modèle démocratique? La France est intervenue pour empêcher d'abord le pire. Parce que si la France n'était pas intervenue, on le sait, Bamako serait aujourd'hui aux mains des intégristes. Derrière, elle continue une progression militaire et petit à petit, les forces africaines viennent aider l'armée malienne et l'armée française. Bon, une fois que ce sera fait, la question qui sera posée, c'est une question politique. Et cette question politique ne pourra se résoudre que, ça a été dit, par la concorde nationale, par le fait qu'il n'y ait pas d'exaction, de chasse à l'homme, de vengeance, et que le Mali se projette à nouveau vers un modèle républicain, qui a quand même fait sa force, qui était peut-être très fragile. Mais si on y pense, c'est justement cette fragilité qu'il faudra rebâtir aujourd'hui sur de nouvelles bases. Sur de nouvelles bases, en se disant qu'il faut un État fort et territorialisé, donc démocratique, et qui reprenne en compte les aspirations locales et fasse en sorte que la gouvernance du pays se fasse au plus près des préoccupations des Maliens, qui effectivement n'ont pas les mêmes ressources, les mêmes infrastructures, selon qu'ils habitent à Gao, à Kidal, ou à Bamako, ou à Kayes. Mamadou Cissé, à la faveur de cette crise malienne, la relation France-Afrique peut-elle évoluer vers quelque chose de plus constructif? Lorsque nous avons été reçus par le président Hollande, je lui ai dit que ce qui vient de se passer peut être le début d'un processus de changement des relations franco-africaines, franco-maliennes. La rupture dont on a toujours parlé. La rupture et surtout le fait d'attendre que la France soit sollicitée, que la France se mette en arrière pour accompagner. Ça, c'est nouveau pour nous. Et on pense toujours que tout ce qui va se dérouler durant cette reconquête, qui n'est pas terminée, y compris ce qui se passe aujourd'hui à Kidal, nous pensons toujours que la France va être à l'écoute de l'État malien d'abord. Parce que ce qui se passe à Kidal, on a des appréhensions par rapport à ça. On souhaiterait que, lorsque l'armée française arrive à éclairer la situation, que l'armée malienne et la MISMA arrivent derrière pour accomplir le travail qu'il faut. Donc, ce qui s'est passé à partir du 11 janvier, pour nous, peut être le début d'une rupture. Il faudrait que la France l'approfondisse, qu'elle l'interroge bien, qu'elle réfléchisse bien là-dessus. En partenariat avec les Africains, pas toute seule. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est plutôt la posture de la France qui a toujours posé problème aux yeux des gens.
Aujourd'hui, il se trouve qu'elle a consulté, elle a écouté pendant 10 mois. On se retrouve dans une situation aujourd'hui où, effectivement, les Africains de leur côté aussi, ou ensemble avec les Français, il faudrait qu'on bâtisse de nouveaux rapports, de nouvelles relations. Nous allons aller à Bamako, prendre Aminata Traoré. Bonsoir Aminata Traoré. Bonsoir Flémis. Aminata Traoré, vous n'avez jamais tué vos critiques sur le face-à-face entre la France et ses anciennes colonies. Est-ce que depuis le 11 janvier, vous êtes devenue plus indulgente? Écoutez, dans ce type de situation, ici, par principe, nous disons merci. Mais moi, je dis merci et puis je continue à me poser un certain nombre de questions. Lesquelles? L'effet, c'est un expert français qui a utilisé le mot qui est extrêmement important. La boule de billard. Le Mali a reçu en pleine figure la boule de billard incontrôlée venue de Libye. Alors nous gérons aujourd'hui les conséquences d'une situation. Rares sont les analystes et les observateurs qui ne s'arrêtent pas sur ce qui s'est passé en amont. Alors si nous faisons abstraction de ce qui s'est passé en Libye, le Mali va être à jamais redevable de la France de l'avoir libéré des djihadistes. Mais moi je persiste, je signe, je dis que les armes de la conquête de Kidal, Gao et Tombouctou sont bel et bien venues de Libye. Avant de nous interroger, est-ce qu'il fallait que la France nous aide à Kona? Posons-nous la question de savoir, est-ce que la France n'avait pas le devoir moral et politique de faire quelque chose avant Kidal? Donc si on occulte ces questions, nous nous trouvons dans une situation où le Mali sera à jamais redevable de la France, de faire libérer, et c'est excessivement mauvais pour le moral. Les jeunes générations qui vont débarquer aujourd'hui, et si l'armada, c'est-à-dire que c'est tellement impressionnant pour ces jeunes esprits de voir la différence entre l'armée française et notre armée est considérable. Alors l'effet psychologique, l'effet politique. Aminata Traoré, je vais faire réagir Pierre Servan, si vous voulez bien. La France est accusée, implicitement. C'est à cause d'elle qu'il y a eu la Libye et c'est à cause d'elle qu'il y a cette crise au Mali, Pierre Servan. Oui, alors je trouve ça un peu, pour utiliser un terme un peu trivial, un peu gonflé. Et je suis toujours un peu surpris de la capacité parfois de nos amis africains à frapper sur la poitrine de la France, je dirais, le résultat de leur propre faute. Sur le Mali, qu'est-ce qui s'est passé au départ, à l'origine? Le Mali a laissé prospérer dans le nord des groupes djihadistes algériens qui se sont renforcés, qui ont, grâce aux rançons, pu acheter du matériel militaire très largement, qui se sont installés, qui ont noué des alliances avec les villages du Nord abandonnés par Bamako. Donc là, la France n'est pas dans ce paysage-là du tout. Donc ils se sont constitués, ils se sont renforcés, ils ont fait des alliances. Alors je suis très frappé sur la Libye aussi de dire c'est la faute de la France. On oublie de dire que les combats en Libye ont été menés par une coalition internationale d'une douzaine de pays. C'est vrai que la France et la Grande-Bretagne étaient assez leaders dans l'opération, mais vous avez 12 pays qui ont fait la guerre à Kadhafi. Et d'autre part, sur l'accusation sur les armements, ce qui est vrai, c'est que l'armement de Kadhafi, avec les Touaregs qui étaient dans l'armée de Kadhafi, est venu apporter aux djihadistes du Nord, en Sardine, aux autres, du matériel militaire, en plus de ce qui existait déjà. Mais un point important, quelle est la résolution qui régissait les conditions de la guerre en Libye? Pas de sol, pas de troupes au sol. La résolution internationale, pas de troupes au sol. Or, pour pouvoir intercepter les pick-up au sol des Touaregs qui foutaient le camp de Libye pour rejoindre le Mali avec l'armement, il aurait fallu parce qu'ils ne sont pas partis en colonne de 1000 véhicules, ils sont partis de façon éclatée, et il aurait fallu mettre des troupes au sol, ce qui était interdit par la résolution. Donc je trouve que ces raccourcis ne sont pas véritablement, ne reflètent pas la réalité de la faillite de Bamako dans le dialogue avec le Nord. Aminata Traoré, y a-t-il eu une faillite de l'État malien qui a permis justement que ces djihadistes prospèrent? Non, je crois que cette manière d'accuser justement un pays comme le Mali, qui a été soumis à des politiques d'ajustement structurel, il n'y a pas de détails. Ça, c'est pas spécifique au Mali. Le désengagement et le délitement des États dans nos régions, les ingrédients de cette crise malienne sont réunis partout ailleurs en Afrique.
Mais la France a le bon rôle. Je regrette, monsieur. Est-ce que il y a ce deal? C'est-à-dire nous avons eu d'autres rébellions. Nous avons géré d'autres rébellions. La spécificité de cette rébellion, c'est que la France a voulu miser sur un groupe de rebelles Touaregs pour lutter contre AQMI. Et tout ce qui s'est passé en amont, il n'y a pas seulement que la situation, la faiblesse de l'État, c'est qu'il y avait un projet français de libérer des otages et de trouver, disons, des combattants aguerris qui sont allés se mettre, qui sont devenus alliés aux islamistes. Alors vous ne pouvez pas passer tout ça du revers de la main. Moi, je ne dis pas merci. Je dis la France n'a fait que réparer c'est un grave préjudice infligé au Mali. Là, je ne dis pas merci parce que la France ne fait que réparer un préjudice qui nous a été infligé. Merci Aminata Traoré. Pour Amir Chahi, Aminata Traoré parle du soutien de la France à certains groupes, on pense forcément au MNLA. Mais il y a d'abord, bonjour Aminata, que je connais et avec qui j'ai eu l'occasion de débattre plusieurs fois, y compris de la turpitude des dirigeants africains, autant que de la responsabilité de la France dans la situation. Il y a deux vérités dans cette affaire-là, et autant Mme Traoré que M. Saint-Servant disent des choses justes. Il y a une responsabilité malienne, elle est évidente. Si les Maliens la nient, ils seraient, à mon avis, mal engagés dans la reconstruction de leur propre pays. Et ça vaut pour tous les pays. Il faut qu'une nation, ses élites, ses cadres s'interrogent sur leurs propres responsabilités. Et puis il y a une responsabilité internationale et française dans la situation actuelle, à deux niveaux. La première, c'est qu'il faut quand même qu'on s'interroge un jour sur pourquoi on en est là. C'est pas simplement parce qu'il y a eu conjoncturellement une agression de quelques milices démocratiques, de nous rendre civiles. à Montréal. Je vous propose de nous rendre à Montréal, dans une tribune publiée dans Le Monde et qui a fait grand bruit. Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer, vous affirmez que la France est intéressée. Elle n'a pas à en avoir honte car elle défend une cause juste. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que toute la communication élyséenne est basée sur le désintéressement de la France. Je pense que ce n'est pas exact. Et plus on renchérit sur ce désintéressement, plus on risque d'attirer l'attention sur les intérêts éventuellement cachés de la France et à alimenter toutes les thèses complotistes, etc., qui vont nous parler de l'uranium au Niger, de l'éventuelle même découverte du pétrole au Mali. Donc je pense qu'il faut dire les choses comme elles sont, c'est-à-dire que dans le cas de la Libye comme dans le cas du Mali, la France était intéressée. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que cet intérêt l'empêche d'être efficace sur le terrain? Au contraire, je pense que c'est un catalyseur, ça la motive, ça lui permet d'être plus efficace. La France est au Mali à l'heure actuelle parce que c'est la seule qui avait à la fois la capacité et la volonté d'y être. Les intérêts jouent un jeu dans cette volonté, c'est évident. Ça ne veut pas dire qu'elle est au Mali à l'heure actuelle pour de mauvaises raisons et qu'elle ne peut pas produire de bons résultats. C'est les résultats qui comptent davantage que les intentions. Merci Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer. Pierre Servant, une réaction? Alors je partage tout à fait ce point de vue. Je crois que véritablement, même si la France a légitimement des intérêts dans la région, je suis très frappé de voir qu'il n'y a qu'en France où il y a une question, un débat sur est-ce que la France peut avoir des intérêts quand elle fait quelque chose. Aucun pays dans le monde ne dit nous agissons sans aucun intérêt dans rien. La France a aussi des intérêts. Mais je crois véritablement que très souvent, elle agit de façon très désintéressée, qu'elle en paye souvent sur le plan militaire un prix lourd. Je me souviens par exemple de la Bosnie où la France a perdu 180 soldats. Les contrats de reconstruction de la Bosnie, y compris de l'aéroport qui était tenu par les Français, ce sont les Américains, les Britanniques, les Italiens qui ont récupéré ces contrats. Donc c'est vrai que la France a des intérêts. Là, elle est très désintéressée. Elle n'était pas tellement impliquée dans le Mali directement. C'est les Américains qui ont contribué à former l'armée malienne et qui a déversé beaucoup d'argent dans ce pays et qui sont assez amers aujourd'hui, puisqu'une partie de ces soldats, les mieux formés, sont partis vers le nord. Donc il y a quand même un problème. Et juste pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure par le représentant de la nation qui est présent ici et avec lequel je suis très content de me retrouver très souvent sur des plateaux. Regardez, à chaque fois qu'il y a une opération qui se profile, la Libye, la Côte d'Ivoire en 2011, vous avez des tas de pays pour dire « Oh là là, ça va être compliqué, il vaut mieux faire le dialogue ». Moi, je suis pour le dialogue, je trouve qu'il vaut mieux. Sur l'opération malienne, il y a eu unanimité. Oui, mais attendez, l'année dernière, moi je suis ce dossier depuis des mois et des mois. L'année dernière, c'était l'Algérie qui disait « Pas d'opération militaire, il faut dialoguer ».
l'Algérie avait raison, sauf que l'Algérie joue double, triple jeu. La Mauritanie même, qui est pourtant formée dans les militaires, certains militaires sont formés par les forces spéciales françaises. Pareil, vaut mieux le dialogue, etc. Mais bon, non, mais ce qui est pas mal. C'est intéressant, mais par rapport à l'Algérie, justement, oui. parce que là c'est vraiment un pays qui est stratégique. Pour faire court, l'Algérie, en gros, dit « Nous ne souhaitons pas une intervention française au Mali, et plus largement en Afrique. » Et puis, dans la discussion, à partir du moment où l'Algérie comprend elle aussi qu'elle a intérêt à ce que ces terroristes-là ne refluent pas en Algérie, l'Algérie pose une condition et dit « Écoutez, intervention militaire peut-être, mais d'abord on fait tout pour la négociation. » Oui, mais l'Algérie elle-même n'a pas négocié récemment. Bien sûr, mais la France dit d'accord, entendu. Engageons un processus de négociation. Il s'est engagé. D'ailleurs, la médiation, les Maliens eux-mêmes, etc., avaient dit d'accord, et avec Ansardine, et avec d'autres. Et puis ça s'est arrêté. Aux États, les Algériens se sont fait avoir. La France n'a pas pu mettre beaucoup de force dans la zone, ce qui était légitime, puisque ce sont des pays souverains. Avant, je parle à la fin de l'année dernière, hein, parce que la France est parvenue, je veux dire, in extremis, à répondre à la demande du président Traoré, parce qu'heureusement, elle avait quelques forces spéciales au Burkina Faso, le dispositif au Tchad, qui est présent depuis très très longtemps. Et la base arrière de Licorne. Et la base arrière de Licorne, 450 soldats, c'est rien. C'est une base logistique. Je pense qu'il faut peut-être qu'on s'accorde sur certaines choses. Bon, si on ne s'accorde pas, c'est pas grave. L'État, on ne peut pas voir, lorsqu'on a été des victimes d'une telle agression, quel est le corps de l'État qui doit faire face? C'est l'armée. L'armée, un homme politique ne peut savoir que son armée est en état que lorsqu'il la voit dans la situation de guerre. C'est vrai, de ce point de vue, il y a une faillite. Nous nous sommes aperçus à nos dépens que nous n'avons pas d'armée. Aucun Malien n'aurait imaginé qu'un soldat malien fuirait. C'est arrivé. Ça, c'est vrai que c'est la leçon que nous intégrons. Pour le reste, l'État fonctionnait dans le Nord. Et l'État a mis 1600 milliards de francs CFA dans l'effort de développement des 3 régions du Nord. Sur la base des accords qui avaient été passés en 92 et 2006. Voilà, des différents accords. Qu'est-ce que les gens disaient? Tout ce qui aidait le Mali à négocier avec les rébellions, c'était il faut dialoguer, il faut accepter que l'armée ne soit pas trop présente, il faut accepter que ce soit les Touaregs qui prennent en charge tel ou tel volet, que ça soit, etc., etc. Et c'est les mêmes qui après disent « Ah, on a abandonné le Nord parce que l'armée n'y était pas, les Noirs n'y étaient pas, etc. » Donc, il faut qu'on sache, puisqu'on veut négocier encore, il faut qu'on sache sur quelle base négocier. Et quand on négocie et qu'on se met d'accord sur quelque chose, que chacun applique sa part. L'État malien en a appliqué. Aujourd'hui, ce qu'on décrit n'est pas tout à fait la réalité. Parce que quand vous allez au nord, les infrastructures que vous voyez, vous ne les trouvez pas dans certaines On reviendra régions du sud. sur la cohésion nationale qu'il faudra pour reconstruire le Mali. Sur le terrain, ce qu'on constate, c'est que les Français sont bien seuls. Certes, l'Allemagne et récemment la Suisse ont promis des moyens logistiques, mais cette intervention vient confirmer les limites de l'Europe de la défense qui existent sur le papier depuis 2007. On croirait une scène d'Apocalypse Now. Nous sommes sur le champ de manœuvre des battle groups européens, des groupes armés d'intervention. Des exercices grandeur nature comme ceux-là, les soldats des différents régiments européens en mènent de concert depuis 2006. Objectif affiché, agir vite et frapper fort. Il s'agit là d'une force d'intervention rapide, qui est en fait une force interarmée, qui a des forces de combat, des forces logistiques, des forces médicales, et il consiste d'à peu près 1500 personnes, donc qui doit permettre d'intervenir rapidement dans une crise. Depuis 7 ans donc, les soldats s'entraînent. Ils sont même de garde pendant 6 mois, prêts à intervenir aux côtés d'autres militaires de l'Union. La force armée européenne n'est donc pas un concept abstrait, elle existe bel et bien. Et pourtant. Ces battle groups, où et quand sont-ils intervenus? Pour l'instant, ils ne sont pas encore intervenus, mais c'est un instrument qui doit permettre quand même à l'Union européenne de réagir vite à une chose. Ils ne sont jamais intervenus nulle part? Pour l'instant, ils ne sont pas encore intervenus nulle part dans une crise. Mais alors, pourquoi ces bataillons d'intervention surentraînés n'ont-ils pas été mobilisés au Mali? Pourquoi la France est-elle intervenue seule? La question interpelle. Au Parlement européen, certains dénoncent une occasion manquée.
Il ne faut pas s'étonner après si l'Europe n'existe pas sur le terrain non seulement de la défense ou de la sécurité, mais sur le terrain des affaires étrangères, si on n'est pas capable à un moment donné de dire qu'on mobilise les outils que nous avons nous-mêmes préparés. Un outil souple et rapide. C'est ce que tout le monde demandait au Parlement européen il y a 15 jours. On l'avait, on ne l'a pas activé. C'est incompréhensible. Alors pourquoi l'Union se ruine-t-elle à entraîner des soldats qui n'interviennent jamais sur le terrain? Pour ce spécialiste, le battle group européen ne peut en aucun cas être souple et rapide. Pour le Mali, c'est très clair, il fallait frapper par surprise. C'est pas du tout compatible avec un agenda européen qui nécessite une réunion, une organisation, etc. On ne pourrait pas garder le secret à 27 et avoir un processus des décisions qui s'étale pendant 15 jours. Si on avait fait ça au niveau européen, on pouvait abandonner l'opération tout de suite. Mais donc les battle groups européens, cette force d'intervention rapide, c'est impossible à mettre en place? C'est quasiment impossible. Impossible, et sans doute d'autant plus que les pays membres devraient sur leur propre budget national financer le déploiement de leurs soldats en cas de crise. Environ 2000 hommes, rapidement, avec un peu d'aviation, de l'aviation de transport, des hommes au sol. Ça coûte, rien que l'opération au Mali, c'est 30 millions d'euros pour 7 jours. Le prix, donc si on le projette sur 3 mois, sans l'effet multiplicateur, vous êtes à plus de 100 millions d'euros. Donc c'est très cher. Bref, il n'est pas évident de voir un jour ces bérets bleus constellés d'étoiles intervenir militairement dans une crise sévère. Les soldats de l'Union seront plutôt mobilisés pour former leurs homologues d'autres continents. C'est ce qu'ils feront au Mali dans les prochaines semaines. Pierre Servan comprend mieux aujourd'hui les difficultés de la CEDEAO à mettre en place une force panafricaine avec des armées qui sont totalement disparates et surtout sous-équipées. Oui, surtout quand on voit que du côté des Européens, alors qu'on a une construction européenne qui est très ancienne, nous-mêmes, nous avons du mal à mettre en œuvre, je dirais, des forces militaires européennes sur ce théâtre d'opération. Moi, je suis assez désolé de l'absence de l'Europe. Alors, pas complète, puisque dans le cadre de la formation, du plan de formation qui avait déjà été acté l'année dernière, il va y avoir des formateurs européens qui vont arriver à Bamako pour aider l'armée malienne à remonter en puissance. Ça va être quand même un travail de longue haleine. Mais il faut s'interroger aussi sur les raisons des réticences des Européens à s'engager sur des dossiers africains. Pourquoi ? Moi, je pense qu'il y a plusieurs raisons. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a les problèmes économiques. Chacun, on a bien vu l'Italie qui voulait prêter 3 avions et puis après qui se disent on ne peut pas le faire pour des raisons économiques. Il y a des égoïsmes nationaux, mais il y a aussi une crainte de l'implication dans les dossiers africains, un peu à cause du discours de Mme Traoré, c'est-à-dire le fait de dire on va dans des dossiers difficiles, où il peut y avoir des affrontements entre différents groupes, et quand il va y avoir un problème, le bébé du problème est repassé aux Européens. Donc les Français, ils ont l'habitude, parce que quand ils interviennent, qu'il y a des difficultés, on dit c'est la France-Afrique, c'est les Français, etc. Les Européens, en fait, sont réticents en se disant nos opinions publiques ne vont pas accepter qu'on mette le doigt dans des engrenages compliqués. Or, l'Afrique est un continent formidable, où il y a plein d'énergie, mais c'est un continent compliqué. Quand vous voyez, on a parlé de vitrines démocratiques tout à l'heure, quand vous voyez le nombre de pays en Afrique de l'Ouest qui étaient des vitrines et qui se sont fissurés, la Côte d'Ivoire, qui est un pays que je connais bien, la Suisse de cette région qui s'est fracturée, qui n'est pas encore, dont la cicatrisation n'est pas terminée, le Sénégal qui est passé à 2 doigts d'un processus... Lors de la dernière présidentielle. Voilà. Et selon mes informations, on doit la sauvegarde du Sénégal à une femme, Madame Wade, qui a convaincu son... Au peuple quand même, hein. À la société civile du Sénégal, quand même. Oui, mais attendez, mais apparemment, d'après mes informations, le président Ouad ne voulait, comme Gbagbo ne voulait pas accepter le verdict des urnes, c'est sa femme qui lui a dit non. Oui, d'accord, vous voulez dire le soir des élections. Absolument, oui. Accepter sa défaite. Oui, non, absolument, c'est le peuple qui a choisi le changement, vous avez raison, mais dire en Côte d'Ivoire aussi, c'est le peuple qui avait choisi Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire, je dirais, a eu des mois et des mois de dissensions et de choses sanglantes. Donc les Européens sont assez frileux. Après la reconquête militaire, facilitée par la fuite des djihadistes qui se sont réfugiés dans le massif des Iforas, pour les Maliens, le plus dur reste à faire. Il faudra rebâtir une nation, mais pas à n'importe quelle condition, prévient Dioncounda Traoré. Au départ, nous avions pensé que nous pouvions négocier avec les groupes qui étaient constitués essentiellement de Maliens, tels que les MNLA, tels qu'Ansardine, qui étaient en grande partie constitués de Maliens. Mais avec les derniers développements auxquels nous avons assisté, il est évident qu'Ansardine s'est disqualifié, n'est plus éligible au dialogue. Quel que soit par ailleurs le masque que certains d'entre eux ont décidé de porter désormais. Que la peur a changé de camp, qu'aujourd'hui ils essayent d'échapper à leurs responsabilités
en disant que bon, ils se désolidarisent d'Ansardine et d'AQMI. Donc aujourd'hui, je pense que le seul groupe avec lequel nous pouvons envisager des négociations susceptibles d'aboutir à quelque chose, c'est certainement le MNLA. Mais bien entendu, à condition que ces MNLA renoncent à toutes ses prétentions territoriales et qu'il accepte de s'intégrer au Mali définitivement. Djibril Bassolé, bonsoir. Bonsoir, madame. Jusqu'à la veille de l'intervention française, Blaise Compaoré, tout comme Abdelaziz Bouteflika, qui lui n'a jamais négocié avec les islamistes, privilégiait le dialogue avec les groupes armés. Pour autant, les négociations n'ont pas stoppé l'avancée des djihadistes à Bamako, une solution qui aurait pu coûter cher à toute la sous-région. Oui, certainement. Mais je dois dire que les groupes que nous avions identifiés étaient bel et bien le MNLA et Ansardine, qui s'étaient engagés à respecter les exigences de la CEDEAO, à savoir reconnaître l'intégrité du territoire malien et renoncer à tout acte extrémiste et terroriste. Alors, bien malheureusement, le groupe Ansardine s'est affilié à d'autres groupes terroristes, a rompu l'engagement qu'il avait pris à Ouagam et est allé mener des offensives militaires qui ont déclenché l'usage de la force. Donc là, il n'était pas possible de continuer le dialogue dans ces conditions-là quand une des parties, visiblement, a violé l'engagement qu'il avait souscrit juste quelques semaines avant. Mais est-ce que le Burkina Faso est encore légitime pour conduire la deuxième phase de la médiation dans la perspective de la réconciliation ? Non. Pourquoi vous parlez en termes de légitimité? De toute façon, le Burkina Faso est la médiation de la CEDEAO. C'est la CEDEAO qui a voulu, dès le début de cette crise, combiner l'action politique et diplomatique à l'action militaire. Et le volet de la négociation a été confié au président Compaoré à sa qualité de médiateur de la CEDEAO. Alors, ce qui est intervenu, évidemment, et qui a été perpétré par les terroristes, ne remet pas en cause fondamentalement l'option, de toute façon, de régler un certain nombre de problèmes par le dialogue. Évidemment, l'acteur principal qu'est Sardine s'est totalement disqualifié, ça je veux bien, mais le principe de continuer à faciliter le dialogue qui permet de réunifier le pays, de normaliser le fonctionnement du pays, de remettre en place des institutions démocratiques acceptées par tous. Merci Djibril Bassolé. Ce principe, évidemment, demeure. Merci Djibril Bassolé. Hamedi Diarra, la feuille de route adoptée par l'ensemble des députés fixe un agenda avec une élection présidentielle prévue au 31 juillet. C'est déjà demain. Est-ce que le calendrier pourrait être tenu? Alors, c'est vrai, c'est une question. Aujourd'hui, sur quoi on va se baser pour faire les élections? Il y a deux fichiers au Mali, le RAS et le dernier fichier biométrique. Est-ce que le fichier biométrique est prêt? Parce qu'il faut se souvenir qu'au Bénin, il y a eu des problèmes lors des élections parce que le même fichier biométrique posait problème. Or, au Mali, les dernières élections qui devaient avoir lieu en avril 2012 ne devaient pas se dérouler sur la base de ce fichier-là. C'est les techniciens qui pourront nous, en tous les cas, nous éclairer, mais une chose est sûre, c'est qu'il reste encore un pan important des gens dans la société malienne, des électeurs qui ne sont pas inscrits dans le fichier biométrique. C'est un élément fondamental qu'il faut prendre en compte. L'organisation des élections, en dehors de ça, me semble possible, puisque d'ici là, je pense que la plupart des experts militaires pensent que d'ici un mois ou 2 mois, la partie violente
de la reconquête sera terminée. Bon, entre Maliens, nous pouvons nous asseoir pour discuter, y compris de comment la réconciliation et l'organisation des élections. C'est la fin de cette émission spéciale consacrée au Mali, 3 semaines après l'intervention de l'armée française. Merci à tous pour vos analyses. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site de tv5monde.com. On termine avec Maliko, une chanson de Fatoumata Diawara.